Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette table ronde Inspire by l'association EMA, organisée en partenariat avec Google Cloud. Je vois que vous êtes de plus en plus à vous connecter. On va attendre une petite 30 secondes que vous puissiez tous être là et puis on commencera par présenter nos intervenants. Vous êtes déjà 47, c'est parfait. Il me semble qu'on est pas mal. Je pense qu'on va commencer, et puis ceux qui nous rejoignent en cours rattraperont. Commencer par présenter nos intervenants. Ce TED Talk, tous les parcours mènent à la tech, et on le verra bien avec Jean-François et Salima. Donc Jean-François Senani et François-Xavier Barbala, qui sont tous les deux Technical Account Manager chez Google Cloud. Un métier fort inspirant, vous le verrez. Et qui finalement est très divers. Je vais commencer peut-être avec Salima, si tu peux nous présenter rapidement, nous dire pour toi, hop là, te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Google ? Pardon, donc juste le temps de rester sur la bonne fenêtre. Donc, bonjour à tous. Donc moi je suis Salima Senani, je suis Technical Account Manager chez Google Cloud depuis plus de 2 ans, en charge d'un client dans le secteur de l'automobile. Excuse-nous Thomas, il y a eu un peu d'écho et d'overlapping, on a mal entendu ta première question parce qu'en fait on était sur deux conversations en même temps. Ta première question c'était de présenter, c'est ça ? Ouais, tout simplement. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Salima. François-Xavier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Google ? Bonjour à tous, François-Xavier Barbala. Moi, je suis beaucoup plus récent que Salima dans l'organisation, puisque je suis arrivé chez Google en octobre 2021. Et je suis également Technical Account Manager pour principalement un client dans le secteur du luxe. Et voilà, donc j'ai relativement à peu près les mêmes attributions que Salima sur mon client, et on suit le même genre de projet au jour le jour. Alors, on rentrera dans quelques instants sur les missions d'un Technical Account Manager chez Google Cloud. Mais d'abord, sur votre parcours, comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Pourquoi avoir choisi cette voie finalement ? Salima, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Oui, donc avant mon entrée chez Google Cloud, moi j'ai un parcours full infrastructure, donc en sortant d'un parcours classique école d'ingénieur dans le secteur des télécommunications, j'ai travaillé chez un intégrateur réseau et télécom. Donc j'ai démarré par l'infra et aujourd'hui, quoi de plus naturel que d'arriver sur les métiers du cloud qui eux sont partis d'un besoin infrastructure, d'un besoin d'externalisation des infrastructures depuis les data centers des clients que nous gérons vers le cloud pour pouvoir bénéficier de tous les avantages du cloud. Donc c'est un parcours full infra chez différents acteurs. J'ai également travaillé chez un client interne, donc en tant que salarié, donc dans une banque, donc à la direction infrastructure dans une banque. Je travaille chez un intégrateur réseau et télécom. J'ai travaillé dans une SS2I à Paris, basée à Paris pendant plus de 8 ans pour faire du delivery chez des clients. Donc quoi de plus naturel que de continuer dans le cloud, comme ça un lien très étroit avec le domaine de l'infrastructure, qui englobe, donc les infrastructures, ça englobe le compute, le storage, le réseau, la sécurité. Donc voilà, donc ça en discontinue depuis 19 ans. Alors, avant de poser la même question à François-Xavier, quelles études tu as fait pour en arriver là ? Donc j'ai fait une école d'ingénieur qui est basée à Lyon, qui s'appelle l'INSA de Lyon, spécialité télécommunications. Très bien, merci beaucoup Salima. François-Xavier, même question. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier aujourd'hui ? Quel a été ton parcours jusque-là et quelle étude as-tu fait pour y parvenir ? Donc moi, pour commencer depuis le début, moi je suis diplômé depuis 2011 de Télécom Sud Paris, donc une école d'ingénieurs, comme son nom ne l'indique pas, généraliste, qui traite des sujets à la fois de télécom mais aussi d'informatique et notamment d'infrastructure et de gestion des systèmes d'information. J'ai ma majeure de fin de 3e année, c'était ingénierie des systèmes d'information, donc tout ce qui est accompagnement au déploiement et à la gestion de projet en fait, pour mettre en œuvre du SI chez les clients.
Et tout de suite après mon diplôme, j'ai suivi une carrière de consultant en infrastructure DSI. Donc dans des entreprises de conseil, une parisienne, une entreprise internationale où j'ai eu l'opportunité de partir à Londres pendant 3 ans, et une autre boîte de conseil parisienne juste avant d'intégrer Google, donc en octobre 2021, comme je le disais, avec une forte valence infrastructure. Et donc, comme le dit Salima, infrastructure, réseau, stockage, data center, et c'est tout ce qui est question de haute disponibilité, de résilience à incident, etc. Donc tout ça, c'est des questions qu'on traite au quotidien avec le client. Et après 10 ans de conseils, après avoir suivi de nombreux projets de migration vers le cloud public, pas que chez Google Cloud, mais aussi chez ses concurrents, il s'est apparu relativement logique à ce moment-là d'aller directement à la source en fait, de tout ce qui nous faisait vivre en tant que consultant depuis si longtemps. Et donc Google Cloud s'est avéré comme une relative évidence à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que je l'ai intégré à l'entreprise l'année dernière. Alors justement, pour entrer, vous avez évoqué un petit peu les entreprises que vous avez parcourues avant d'arriver chez Google. Quel poste exact avez-vous occupé dans ces différentes entreprises? Salima, peut-être en priorité. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, l'intitulé du poste dépend plutôt de l'organisation et dépend de l'acteur. Mais moi, je dirais qu'il y a eu une constante ces 19 dernières années, c'est d'être toujours en facing client pour adresser une problématique client et la faire atterrir au niveau opérationnel. Donc, j'ai démarré par un poste de chef de projet où je mettais en place la téléphonie sur IP à ses débuts en 2004. Ensuite, ça peut s'appeler consultant dans une SS2I. Maintenant, ça s'appelle TAM chez Google Cloud. Mais la constante, c'est d'être en facing client et d'être vraiment sur des actions très opérationnelles en post-sales pour pouvoir faire atterrir la solution qui a été vendue et l'implémenter en interne dans un contexte grand compte, qui est un contexte technique qui est complexe. Et surtout, on y reviendra un peu plus tard, qui est un contexte organisationnel extrêmement complexe puisque le client a différentes équipes. Chez nous aussi, et il s'agit de plutôt mettre un peu en lien ces différents acteurs pour réussir une migration. Donc, ça s'appelait autre chose, mais quelque part, il y a cette constante-là, opérationnelle et facing client, qui perdure depuis 19 ans. Merci Salima. François-Xavier, quels autres postes tu as pu occuper avant Google? Moi, de mon côté, j'ai fait pas mal de choses. Mon tout premier job, j'étais dans un service center d'un intégrateur informatique. Et j'ai fait en fait de l'account management plus ou moins, mais en tout cas du suivi de tickets de production, etc. C'était mon stage de fin d'études. Ensuite, alors effectivement, l'intitulé s'appelait consultant en informatique ou consultant en IT. J'avais un rôle un peu binaire, à la fois de chef de projet et d'architecte, avec des grosses guillemets, d'architecte infra, où l'idée c'était de qualifier des projets, de mettre en œuvre les solutions techniques qui étaient nécessaires à l'accomplissement du besoin client, quel qu'il soit, et dans la majorité des cas, de suivre ce projet depuis sa création jusqu'à son implémentation et ensuite faire le passage en run. Donc, effectivement, comme le disait Salima, moi, ça a toujours été au contact des clients au sein de la DSI. Donc, mes interlocuteurs principaux, c'était souvent les architectes SI, le DSI, les CTO des différentes organisations dans lesquelles j'ai évolué. Et avec un objectif d'excellence opérationnelle et d'excellence un peu technique pour avoir à la sortie un système le plus résilient, le plus performant possible, tout en tenant compte des différents besoins budgétaires, organisationnels, etc. du client. Alors, juste avant d'entrer dans le détail justement de votre poste actuel, est-ce que vous avez des hobbies à part le travail, ou est-ce que le travail c'est aussi peut-être votre hobby, Salima? Alors, ça dépend, c'est avant l'arrivée des enfants ou après l'arrivée des enfants. C'est surtout ça qui a déterminé. Voilà, je ferme juste la parenthèse. Donc, oui, j'ai des hobbies, essentiellement écouter la radio. Quand on a fini le cycle après le travail, de s'occuper des enfants et de les coucher. Donc, oui, j'ai un hobby, c'est d'écouter des podcasts, notamment sur la radio Radio France. Voilà, ça c'est mon hobby. Xavier, pour toi?
Donc de mon côté, moi aussi j'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui est en deuxième job à plein temps après mon premier job à plein temps. Ouais, j'ai une discipline assez stricte de séparation de la vie privée et de la vie professionnelle. Donc j'essaie de travailler le moins possible en dehors des heures du boulot. Et mon hobby principal, moi je suis musicien, je fais de la batterie depuis assez longtemps. Et quand je peux, je vais courir. Mais c'est vraiment marginal par rapport à tout le reste. C'est bien de pouvoir trouver le temps de le faire parfois. Alors, est-ce que vous avez eu des questionnements par rapport au choix de cette carrière, des interrogations, des doutes parfois, Salima? Alors oui, j'ai eu des doutes en tout début, hein, quand j'étais jeune diplômée, puisque disons-le clairement, en dernière année d'école d'ingénieur, j'avais l'impression que à peu près tous les élèves de ma promotion, tout le monde voulait faire de la stratégie, des process. Je ne savais pas du tout ce que cela signifiait. Et puis finalement, je suis arrivée dans l'infrastructure par hasard, hein, disons-le clairement, c'est que j'ai fait un stage de fin d'études chez un acteur réseau et télécom, et ça m'a bien plu finalement de travailler sur des sujets infrastructures, de remplacement de PABX dans des hôpitaux publics, de mise en place d'un réseau LAN étendu pour la région Rhône-Alpes. Et donc voilà, de fil en aiguille, pendant ce stage-là, j'ai trouvé ça assez sympa de travailler dans le monde de l'infrastructure. C'était pas stratégique, c'était pas digital, c'était pas de la transformation, c'était pas des process ni du métier, et pour autant c'était quand même intéressant. Donc voilà un peu pour l'histoire. J'ai démarré par hasard grâce à cette période d'observation de stage pendant 6 mois, et mon inquiétude c'était de dire est-ce que ça sera suffisamment intéressant pour que ça dure. Et puis voilà, 19 ans après, je suis toujours dans le secteur de l'infrastructure, et c'est tout aussi passionnant qu'il y a 19 ans. Même si on n'est pas proche du métier, ça reste quelque chose de très, très agréable au quotidien. François-Xavier, quel défi tu as rencontré pendant ta carrière? Moi, c'est ce que je pense que c'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on a discuté, toi et moi, Thomas. Moi, j'ai eu relativement peu de doutes au niveau professionnel pendant ces 10 dernières années. Les seuls doutes constituaient un peu la période d'incertitude, au moment où je sentais qu'il fallait que je change de job. Voilà, c'était à peu près quand je déclenchais ce nouveau processus de recrutement. Et moi, ma recherche a toujours été d'être dans une entreprise et d'être dans un contexte qui m'offrait le plus de possibilités de servir mes clients au mieux. Et donc, en fait, dans cette recherche, voilà, je vais appeler ça de la recherche d'excellence, mais on va garder nos proportions. Mais en tout cas, dans cette recherche de satisfaction client de meilleur en meilleur, c'est à ces moments-là où j'ai essayé de faire influencer ma carrière vers le mieux, en fait, vers le positif à la fois pour moi, pour mon équilibre, et pour aussi l'opportunité qu'on me présentait chez mes différents clients. Et donc, en fait, mes sauts de puce d'entreprise en entreprise constituent ces moments d'envie de changement et d'envie de me transformer un petit peu, donc notamment via une expatriation en Angleterre, via les différents projets, les différentes entreprises que j'ai pu traverser. C'était surtout ça. Je dirais pas que c'est des périodes vraiment de doute, je dirais plutôt que c'est des périodes de nouveaux challenges et une envie de se réinventer à travers un nouveau boulot. Et comme le dit Salima, toujours dans le périmètre de l'infrastructure. C'est un monde qui a énormément changé, et moi, à mon échelle, en 10 ans, j'ai vu les technologies complètement se transformer. Aujourd'hui, j'ai la grande chance, et je me considère extrêmement chanceux de travailler chez Google, où mais l'entreprise est à la pointe d'un certain nombre de technologies passionnantes, fascinantes, et avec des cas d'usage chez les clients qui le sont tout autant. Et voilà, et ça donne envie vraiment de viser encore plus l'excellence à tout niveau, parce que en fait, quand on voit à quelle vitesse part la fusée, on a envie de s'y accrocher le plus fort possible pour voyager avec elle. Oui, la tech, ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, elle peut offrir des opportunités un petit peu différentes, et on peut naviguer. Salima, tu nous parlais tout à l'heure, effectivement, d'être au contact d'un grand compte. Ça peut aussi engendrer un certain nombre de défis, d'organisation, de fonctionnement. Quels défis tu pourrais nous citer, et qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur ton métier? Alors, effectivement, les défis, pourquoi des éditeurs comme Google, ou c'est le cas aussi pour d'autres éditeurs, vous allez me dire, bon, l'ingénierie, elle est faite aux États-Unis, elle est bien conçue, les produits sont mis sur le marché, la documentation publique est extrêmement fournie. Peut-être que les étudiants se posent la question en disant pourquoi tous ces éditeurs, Google ne fait pas exception, que ce soit Amazon, Microsoft Azure, Salesforce, Oracle ou plein d'autres éditeurs américains, pourquoi est-ce qu'ils investissent dans une structure dite commerciale, locale dans les pays?
Donc pourquoi finalement notre rôle existe en France si les produits sont très bien conçus et si la documentation publique montre aux clients comment les mettre en place? Parce que tout simplement, dans un grand compte, il y a un historique, il y a un legacy IT, donc il y a des infrastructures qui sont existantes, qu'il faut migrer vers le cloud. Donc finalement, le chemin n'est pas si facile et nous, notre rôle, c'est d'aller aplanir tous les bloqueurs que les clients peuvent connaître en avance de phase, peuvent découvrir au fur et à mesure de sa migration. Donc soit de faire en sorte que lui s'adapte aux produits, soit de faire en sorte que nos produits s'adaptent à la manière dont ils ont conçu les infrastructures dans leur data center pour faciliter leur migration vers le cloud. Donc, c'est constamment des découvertes, des adaptations dans notre organisation et dans l'organisation du client. Donc voilà, le chemin vers le cloud n'est pas si transparent que ça. Autant les produits peuvent couvrir 95% des besoins clients, autant des fois les produits, il faut aussi les adapter. Donc, faire ce qu'on appelle des feature requests, c'est-à-dire défendre les feedbacks des clients depuis le terrain en France pour les mettre dans la backlog de notre ingénierie aux États-Unis ou promouvoir les évolutions des produits et donner aux clients la visibilité sur les développements à venir sur le produit sur les 12 prochains mois. Donc, on agit vraiment comme facilitateur entre un produit, une intention de l'ingénierie et un usage réel tel qu'il est fait par les clients. Et mon client ne fait pas exception. Tous les clients grands comptes ont un existant et il faut aussi qu'on puisse tenir de leur existant pour faire évoluer nos produits. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, il faut naviguer dans notre organisation interne qui peut être aussi complexe. Il faut surtout la masquer aux clients et puis faire en sorte que plusieurs personnes chez mon client soient d'accord pour exprimer un besoin commun au nom de ce client-là. Parce que la sécurité va avoir des besoins, les gens qui gèrent le réseau vont avoir un autre besoin, les gens qui gèrent le monitoring. Donc, un petit peu faire ressortir un scoping d'une seule voix pour que ce soit le plus compréhensible possible pour notre ingénierie. Voilà, donc j'espère avoir un peu résumé les difficultés et l'intérêt d'un rôle d'avoir des ressources locales en France notamment. Mais alors, justement, le métier Technical Account Manager, qui est un métier entre la tech et le relationnel, c'est un métier qui est le bon pour répondre à ces défis, peut-être François-Xavier? Ouais, c'est intéressant comme question. C'est pas non plus forcément facile d'y répondre dans ces termes-là, en fait. Pour rajouter à ce que disait Salima en termes de complexité d'organisation, il y a aussi une chose que je pense qui est importante à rappeler, c'est que toute transformation technique, en général, s'accompagne d'une transformation organisationnelle d'une manière ou d'une autre. Soit parce que l'entreprise a beaucoup de succès et elle grandit par des acquisitions externes, des rachats, des fusions-acquisitions, etc. Soit parce que l'entreprise doit se restructurer pour faire face à la concurrence, etc. Et donc, on est dans un environnement, même des gros paquebots comme les grands groupes du CAC 40 français ou internationaux, etc., ont besoin de changer de cap une fois de temps en temps, et ce changement de cap s'accompagne d'énormément de changements au niveau de l'organisation et au niveau IT, bien évidemment. Et donc, notre rôle, effectivement, Salima et moi, qui est un rôle à 100% en proximité du client, ou quasiment 80% en proximité du client, est fondamental dans le sens où tous ces changements dont je parlais plus tôt s'accompagnent aussi de changements humains et s'accompagnent en fait d'une vision que nous transmettent les donneurs d'ordre par rapport à la manière dont ils veulent faire évoluer à la fois leurs équipes et leurs technologies. Et donc, si il y avait en face de ces personnes-là juste un chatbot et qui devait traiter la mise en place de nouveaux produits Google et puis que tout marcherait très bien, ça serait formidable, mais il y a une complexité humaine qui se crée parce que les équipes sont diffuses, parce qu'en plus, depuis ces 2 dernières années, avec la généralisation du télétravail, les personnes ne sont plus dans une colo, enfin non plus dans un open space tous ensemble, et donc on doit gérer les différences de timing, les différences de présence des uns et des autres, etc. Et donc, en fait, notre rôle de coordination et notre rôle d'accompagnement aux clients doit permettre, en fait, d'effacer au maximum ces complexités-là en mettant en place des moyens qui permettent d'accompagner au mieux pour une transformation X, Y, Z. Et donc, oui, je pense que le rôle de Technical Account Manager, mais comme c'était le cas dans un rôle de consultant par le passé, dans mon cas, est un rôle qui me semble très, très important pour les entreprises parce qu'on fait le lien, en fait, entre l'humain et la technique. Et on transforme des besoins stratégiques ou des besoins tactiques à plusieurs niveaux en des solutions techniques avec le bon niveau de réponse, comme l'expliquait Salima, qui soit le plus possible fait pour le client et pas juste une solution basique qu'il pourrait trouver partout ailleurs et juste adaptée comme ça sans se poser de questions dans son écosystème. Alors,
avant ma prochaine question, je vous invite, n'hésitez pas à vous poser des questions dans le chat. Si vous voulez poser des questions à nos intervenants, je les poserai à la fin, d'ici quelques minutes, à nos intervenants. Salima, du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de faire le pont. Est-ce que c'est faire le pont à la fois donc, dans les équipes Google, mais c'est aussi finalement faire le pont pas seulement entre Google clients, mais chez le client, entre les différentes équipes, les rassembler autour d'un projet commun, trouver des solutions ensemble? Oui, parfois oui. Parfois oui, on peut être amené, si c'est un sujet qui est transversal côté client, on peut être amené, une fois qu'on a notre réseau interne, à contacter plusieurs personnes pour bien comprendre le besoin et pouvoir bien sûr le mettre dans la backlog de notre ingénierie. Oui, ça peut arriver et c'est ça que recherchent nos employeurs quand ils recrutent des ressources locales et c'est ça que cherchent les clients. Ils ne cherchent pas à avoir une relation client-fournisseur extrêmement claire en disant « je te donne un besoin ». Non, ils cherchent aussi à tisser une relation de confiance où on se connaît suffisamment et on arrive à tisser aussi un relationnel avec une organisation complexe de tous les grands comptes et à faire en sorte de les aider aussi à formaliser les besoins. Fort heureusement, ça n'arrive pas. C'est un client qui est extrêmement mature, extrêmement bien organisé, mais parfois, oui, on est amené à affiner le scoping parce qu'il y a des choses qui ne nous paraissent pas claires. Parce que notre but, c'est de faire atterrir l'action. Donc, si juste on prend le besoin et on sait très bien que l'ingénierie va revenir nous voir en disant « ton besoin n'est pas clair », il faut que le plus propre c'est au démarrage, le plus on a de chances de faire aboutir la requête pour faire évoluer tel ou tel produit. Voilà. Alors, dans le concret finalement de cette conférence qui est de parler de la tech et non pas du numérique en général, mais vous avez choisi finalement des métiers de la tech bien durs. Et finalement, au fur et à mesure, là, vous avez un métier entre les deux. Mais à l'origine, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous diriger tout de même vers ce secteur-là, François-Xavier? Enfin, je pense qu'il y avait un phénomène un peu de mode à l'époque où moi j'ai été diplômé de mon école d'ingénieur. On avait déjà, c'était il y a 10 ans, mais bon, l'écosystème n'a pas vraiment changé, il a évolué, mais il n'a pas vraiment changé. Il y avait une aspiration en fait, un côté un peu sexy des métiers de la tech qui était déjà développé dans l'imaginaire commun à travers ce qu'on pouvait lire dans la presse, à travers la manière dont on avait connaissance un peu des différents sujets techniques. La raison pour laquelle moi je me suis engagé dans ce métier-là, c'est parce que c'était un des moyens les plus sûrs de me faire recruter en sortie d'école d'ingénieur et d'obtenir mon premier CDI et de me mettre à l'abri financièrement, etc. Il y avait une embauche qui était forte, des salaires de sortie d'école qui étaient intéressants et compétitifs. Et en fait, en plus de ça, moi j'avais une certaine appétence pour les choses un peu plus techniques, dans lesquelles en fait on n'a pas besoin de rentrer forcément dans des phases de négociation très très accrues avec le client, comme ça peut être le cas dans des métiers par exemple de stratégie. Là, c'était du métier de déploiement d'infrastructures et du métier de gestion de projet, qui est en fait un métier où on attend un résultat au bout d'un certain nombre de temps, que ce soit plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça me convenait assez bien. Ça restait relativement entre guillemets scolaire comme approche. Et ça me permettait je pense que ça m'a permis d'accélérer ma carrière au tout début parce que c'était quelque chose qui conceptuellement me parlait pas mal. Et en fait, c'est dans un deuxième temps, je dirais que j'ai commencé à trouver ça réellement passionnant. Et en fait, quand j'ai vu les possibilités qu'offrait la technique au cas d'usage client, qui est en fait le but ultime de tout ce qu'on fait, hein, on ne fait jamais de la technique pour faire de la technique, c'est là où en fait, j'ai trouvé des résonances qui étaient hyper intéressantes et en fait qui se sont révélées vraies en fait dans le monde dans lequel on vit, avec la croissance énorme qu'a eu les trois géants de la tech, que ce soit Amazon, Google ou Microsoft, et Apple aussi dans un genre différent. Bah, ça a confirmé un peu ce que je pensais au fond de moi, et du coup ça a rendu tout ça encore plus passionnant que ça l'était déjà. Alors, Salima, même question, pourquoi avoir choisi la tech? Et également, pourquoi aujourd'hui, finalement, travailler chez Google? Est-ce que c'est un aboutissement de ce parcours-là? Alors moi, je vais être peut-être un peu plus terre à terre, mais le démarrage dans la tech, il s'est fait par le plus pur des hasards. Bon, bien sûr, il y a le background au lycée, voilà, on a des bonnes notes en maths, on s'oriente vers des filières scientifiques, on fait une prépa, on fait une école d'ingénieur, ça, j'en reviens pas. Mais à la sortie de l'école d'ingénieur, quand je cherchais un stage de fin d'études,
je me suis orientée vers cet acteur de la tech tout simplement par hasard, puisqu'il y a une personne de cette entreprise, donc qui s'appelle SPI Communication, donc qui est un intégrateur réseau et télécom, qui est venue. C'était une ancienne de l'école et elle était venue faire une présentation de son métier. Et j'avais été assez... Enfin, j'avais bien aimé l'intervention de cette personne-là parce que je trouvais qu'elle s'exprimait bien. Je trouve que le fait qu'elle dise qu'elle était tout le temps en contact avec des clients, c'est pas l'image que j'avais de la technique, parce que je me souvenais de nos professeurs thésards ou dans des laboratoires. En tout cas, elle m'avait donné envie d'aller dans le monde de l'entreprise, de faire de la technique en disant finalement c'est pas mal parce que ça a l'air assez passionnant. Donc moi ça avait démarré avec cette rencontre-là d'une personne qui s'appelle Karine Lusignan, vous pouvez regarder sur LinkedIn, qui était à Lyon et elle m'a prise en tant que stagiaire dans son équipe et ensuite j'ai rejoint les équipes de cette personne-là. Donc ça avait démarré par un contact humain et un amour des maths, comme beaucoup de gens autour de ce call au lycée, qui fait que j'ai fait une école d'ingénieur. Ça n'a pas démarré de manière plus spectaculaire que ça. Et ensuite, de fil en aiguille, je trouvais que le monde de l'infrastructure était vraiment, vraiment passionnant, qu'il y avait différents acteurs, donc, comme je disais, les sociétés de conseil, les intégrateurs, les éditeurs, les clients internes, donc les directions infra des clients internes et maintenant un acteur cloud. Donc voilà, de fil en aiguille, en 19 ans, je ne me suis pas ennuyée, j'ai trouvé que la tech était très intéressante. Et il faut dire aussi que le virage du cloud a été pris il y a une dizaine d'années. Donc c'est vachement stimulant de se retrouver chez un acteur cloud, maintenant comme Google, comme on aurait pu arriver chez Microsoft ou chez Amazon. Donc je suis très, très contente d'avoir intégré un éditeur cloud depuis 2 ans, parce que là on est vraiment au cœur de la techno et au cœur de l'innovation avec ces différents produits qui adressent des clients worldwide. Et ça a démarré par le plus pur des hasards. Comme quoi, vous diriez que la tech, c'est se remettre à la page très très souvent pour justement, quand on a des carrières un peu plus longues pour la tienne, Salima, comment est-ce qu'on prend en compte justement cette évolution des techniques, des métiers? Est-ce qu'il faut avoir cette compétence aussi d'esprit critique, de se remettre à la page concrètement assez souvent? Oui, clairement. Il faut se remettre en cause parce que même les acteurs changent. Il y a des consolidations, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, des nouveaux acteurs qui disparaissent. En 2004, donc il y avait SPI Communication et puis Orange est arrivé en disant moi je suis opérateur, je fais des services managés opérateurs et des services managés intégrateurs. Donc j'ai rejoint un opérateur à ce moment-là. Ensuite, les sociétés de conseil sont arrivées chez les clients grands comptes en disant on vous offre un directeur de projet infra pour mener à bien vos migrations. Donc là, j'ai intégré une. Donc c'est vraiment, il faut se remettre en cause, je dirais tous les 3-4 ans, parce que le marché change et ce qu'on attend de vous change aussi. Donc il faut rester un petit peu à l'écoute de comment évolue le marché. Effectivement, il y a des ruptures technologiques qui sont très importantes. Et on est obligé de se remettre en cause parce que quand je suis dans un poste, je me dis qu'est-ce que j'ai à raconter à mon futur employeur, qu'est-ce que j'ai cranté quelque part en termes de skills et en termes de compréhension des acteurs du marché. Donc effectivement, c'est très, très important. François-Xavier, toi qui es très infra, on a observé quand même une évolution des structures, des infrastructures informatiques. Qu'est-ce que toi, tu as pu observer? Est-ce que ça a beaucoup changé ces derniers temps? Ces derniers temps, depuis que moi que j'ai commencé à travailler, ouais, ça a énormément changé. Moi, je me rappelle il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, quand on m'a présenté le concept de virtual machine, de VM pour la première fois, j'étais avec des étudiants et des copains, on disait ouais, mais c'est incroyable ce qui se passe, c'est fou ce qu'on peut faire avec la technologie. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce même concept, il est presque ringard. C'est-à-dire qu'on déconseille fortement à des clients de déployer de la VM dans leur cloud parce qu'en fait, c'est pas génial en termes de capacité, en termes de coûts, etc. Donc, en fait, comme le disait Salima, je pense que si on reste campé sur des acquis, même à l'échelle de 10 ans de carrière, ce qui n'est pas vraiment énorme, hein, mais si on reste campé sur des acquis, on est vite dépassé, ou en tout cas, on est vite plus à la pointe. Alors, il y a des personnes qui se font un cheval de bataille d'être les plus forts dans une technologie qui est en train de devenir obsolète, et notamment les développeurs des langages un peu anciens, type du COBOL, etc. Aujourd'hui, il y en a plus que 4 ou 5 sur le marché en France, et donc ils sont payés des dizaines de milliers d'euros la journée, et c'est très bien pour eux. Mais bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'essaie de toujours avoir un aspect généraliste, parce que c'est comme ça que j'ai conçu ma carrière et c'est comme ça que j'ai l'impression de servir au mieux mon client. Et donc,
il a fallu effectivement prendre le virage du cloud quand les entreprises ont commencé timidement à y aller. Moi, je me rappelle avoir assisté à la conférence où Microsoft a annoncé Azure pour la première fois, a prononcé le nom et personne ne comprenait vraiment ce que c'était. C'était incroyable. Moi, je me rappelle avoir pris le virage du DevOps il y a quelques années maintenant et la compréhension de comment ça fonctionne un container, etc. Et pareil, il y a peut-être 3-4 ans. Et tout ça, en fait, c'est des chances. Je pense que c'est des choix qui sont hyper importants parce que pour faire la comparaison avec certains de mes collègues qui sont dans des clients grands comptes, par exemple des banques ou des mastodontes peut-être un peu moins agiles que les métiers dans lesquels moi j'ai pu évoluer, en fait, je m'aperçois qu'ils traitent ces questions-là avec plusieurs mois, plusieurs années de décalage par rapport à ce que moi j'ai l'occasion d'apprendre dans mon métier. Et en fait, ça me permet d'être un peu en avance du marché sur plein de choses. Et typiquement, je pense que Google est un excellent endroit pour apprendre le futur de la technologie parce qu'on a cette vision d'être toujours à la pointe de plein de choses. Et donc, c'est super d'être remonté à la source de l'innovation. Je pense que ça serait équivalent si j'étais chez un autres constructeurs, mais forcément beaucoup moins bien. Et donc, voilà, l'idée, ça serait d'être au plus proche de la technologie, au plus proche de l'innovation. Et c'est pour l'instant, le contrat est parfaitement rempli en ce qui me concerne. C'est vrai que c'est plutôt pas mal de pouvoir travailler dans un secteur où vous êtes au courant avant tout le monde de tout ce qui va se passer. Salima, là on a parlé effectivement un petit peu plus technique, mais sur l'état d'esprit de façon générale dans ces métiers-là, est-ce que ça a suivi le même cheminement? Comment est-ce que ça a pu évoluer aussi le regard dans vos métiers? Alors, en termes de quoi, par exemple, de diversité de parcours, en fait, qu'est-ce qui, ou plutôt la tendance? Dans tous les domaines, effectivement, au niveau de la diversité, mais aussi, par exemple, tout simplement, les gens, est-ce qu'ils se remettent plus à la page qu'avant? Ou est-ce que ça a toujours été des profils très, avec un fort esprit critique, qui savent changer? Voilà. Oui, alors du coup, je réponds à ta question, en même temps je réponds à la question du chat parce qu'elle se recoupe. C'est qu'est-ce qu'il y a comme difficulté quand on arrive chez Google? On est obligé de se remettre à la page parce que tout simplement le client, on est son single point of contact quand il a un problème en migration. Et une des premières difficultés, donc il faut se remettre à la page, mais une des premières difficultés, il ne faut pas chercher à dépasser son client parce que quand on arrive, il en sait forcément, mais 10 fois plus que vous. C'est un petit peu bizarre, on est censé être la personne qui lui apporte la réponse. Et il faut avoir cette humilité de dire, de toute façon, il faut bien démarrer quelque part. Et une des grosses difficultés, c'est d'arriver avec un client qui en fait depuis 2 ans et demi, donc qui connaît très bien nos produits. Nous, c'est voilà, le catalogue, il y a une 50aine de produits différents, donc on ne peut pas les connaître. Et on nous met face à un client et il faut adresser ses besoins. Donc ça, c'était la première difficulté. C'est qu'on est obligé, on a des comptes à rendre, on est obligé de se remettre à la page très très vite. La deuxième difficulté, qui répond aussi à ta question, Thomas, la deuxième difficulté, c'est qu'il y a un flot d'informations qui est incroyable. Et si on suit toutes les notifications qu'on reçoit, en fait, on devient fou. Il faut vraiment contextualiser par rapport aux besoins du client. En disant, le client m'a demandé ça, ça, ça. Déjà, c'est très bien si j'arrive à faire atterrir avec une qualité irréprochable toutes ces demandes en remuant toute l'organisation, en allant chercher les différents experts, qui soient basés aux États-Unis, à Stockholm ou autres. Donc, il faut être très spécifique parce qu'on est chez des acteurs où c'est très technique et il y a une très, très forte densité d'informations qu'on reçoit tous les jours sur plein de sujets. Donc, ça, c'était la deuxième difficulté. Et la troisième difficulté pour se remettre à la page, c'est qu'il faut passer ces certifications pour au moins prouver aux clients que, OK, on vient d'arriver, on est new joiner, mais on a eu le badge Professional Cloud Architect chez Google Cloud, qui est une certification qui est difficile à obtenir. Et moi, je m'étais mise un point d'honneur à l'avoir les 3 premiers mois où je suis arrivée. Donc, c'est beaucoup de révisions le samedi, dimanche, le soir. Mais bon, ça a duré que 3 mois. C'est de montrer au client que toi aussi, tu fais un pas vers lui et que tu accélères ton onboarding et que tu accélères la compréhension de la technique chez Google. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la fois aux 2 questions de Delphine et la tienne, Thomas. N'hésitez pas, d'ailleurs, vous avez d'autres questions à les poser. On va bientôt terminer la conversation et on pourra y répondre si vous en avez. François-Xavier, dans cette même idée de changement de mindset, est-ce que du coup, tu dirais que l'humain, c'est absolument indispensable
dans la tech, c'est intrinsèquement lié? Bah, en fait, je pense que c'est même pas moi qui le dis, je crois que c'est le CEO de Google qui le dit, que l'humain est forcément au cœur de tout ce qu'on fait, à la fois parce que la technologie, elle n'a pas de sens si elle est complètement déconnectée de l'humain, et aussi parce que les personnes qui l'opèrent sont des humains. Donc en fait, et je parlais de DevOps tout à l'heure, et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, que l'humain est aussi facteur de chaos. Donc facteur d'erreur, facteur de problèmes de configuration, etc., etc. Mais au final, en fait, qui fait du code, c'est les humains. Qui déploie des machines, ça reste des humains. Consommer les services, ça reste des humains. Donc, par rapport à la question que tu posais aussi à Salima, je pense que il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et que je pense qui est très important, c'est tout ce qui est le facteur conduite du changement. Et une des difficultés, pareil pour rebondir sur la question, une des difficultés quand on arrive et qu'on s'appelle Google Cloud chez un client, c'est qu'on est vu comme un élément de disruption ou de changement très fort. Et en fait, il faut arriver à canaliser cette énergie pour en faire en sorte que le changement soit fait à meilleur escient possible, et encore une fois qu'on ait ce service client comme valeur fondamentale, avec aussi l'engagement de qualité irréprochable qu'on est censé délivrer. Donc, en fait, on ne peut pas arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout casser pour tout refaire derrière. On est obligé de prendre en compte de l'existant, on est obligé de prendre en compte des susceptibilités, de faire que la personne qui n'a pas forcément envie de changer de métier et qu'on le force à le faire, etc., va être en désaccord avec la stratégie, que la stratégie, elle est souvent poussée par une hiérarchie de haut en bas, et que du coup, les personnes en bas de chaîne ont des fois du mal à comprendre pourquoi on fait telle action, etc. Et donc, composer sans l'humain, c'est littéralement impossible, parce qu'en fait, on fait rien à la place du client, on le fait toujours avec lui, et on peut déployer le plus bel outil du monde, s'il n'est pas utilisé dans 6 mois, ça ne servira absolument à rien. Donc, on a quand même une obligation d'accompagnement au bout d'un moment pour qu'on se serve des outils le mieux possible. Donc oui, l'humain est nécessaire, et je ne pense pas avoir de gros paradigmes dans le futur qui va changer vraiment cette version-là. Et même si l'intelligence artificielle, notamment, est en train de monter en puissance chez pas mal de nos clients, en tout cas dans nos métiers, elle n'est pas prête de remplacer la totalité de ce qu'on fait. Enfin, j'ai du mal vraiment à voir comment est-ce que ça peut arriver là, dans les quelques années qui viennent. Je pense qu'on a encore un bel avenir devant nous sur ces métiers-là. Bon, c'est heureux. Pour finir, une dernière question, et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour tous nos participants à les poser, on va bientôt clôturer. La diversité, c'est le sujet de l'association EMA qui nous rassemble aujourd'hui. On parlait de l'humain il y a une seconde. Est-ce que vous pensez justement qu'avoir des profils plus divers dans la tech peut aider à justement répondre à ces problématiques, adresser à des clients, garder et améliorer cet aspect humain dont on vient de parler? Peut-être Salima. Oui, tout à fait. Donc la diversité, c'est très important, et la diversité, c'est au-delà de la diversité de genre, de la diversité ethnique, de la diversité de l'orientation sexuelle. Ce sont quand même 3 thèmes sur lesquels tous les éditeurs en France, Google ou d'autres, tous les clients ont fait des efforts considérables et des remises en cause, heureusement considérables, depuis une dizaine d'années. Là, vraiment, la diversité en plus qu'il y a chez Google, en plus de ces thèmes-là, qui sont plutôt généraux en France, je pense que tous les grands comptes y sont depuis quand même une bonne dizaine d'années. La diversité que j'apprécie chez Google, c'est la diversité de parcours. C'est-à-dire, il n'y a pas une industrialisation en termes de profils qui rentrent. Ils ont recruté, en tout cas pour Google Cloud, des profils venant d'autres acteurs, donc Microsoft ou Azure, mais pas que. Ils ont recruté des gens qui viennent de clients grands comptes. Donc moi-même, j'étais à la Société Générale au sein d'un grand compte. Donc ils ont recruté des gens qui viennent des clients, des gens qui viennent des SS2I, des gens qui ont fait toute leur carrière au sein d'un grand compte. Donc voilà, on a un collègue qui a 25 ans de carrière chez Total et qui est rentré. Donc moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Là où avant, dans la SS2I où j'ai passé 8 ans, c'était vraiment l'usine des jeunes diplômés, et tout le monde sortait d'école d'ingénieurs, il fallait que ce soit telle liste d'école d'ingénieurs. Donc je trouvais que ça appauvrissait un peu, on se ressemblait tous, et c'était un produit assez standard parce qu'on était tous staffés chez des clients. Mais du coup, moi, j'avais pas grand-chose à dire à mes collègues. Je trouvais qu'on se ressemblait trop, on avait tous le même point de vue, alors que là, chez Google, il y a vraiment
une diversité de parcours qui est intéressante, des gens qui viennent de l'université aussi. Et la deuxième diversité que je n'ai vue que chez Google, peut-être que les autres grands comptes y arriveront aussi, c'est la diversité d'âge. J'ai des collègues voilà, qui ont les cheveux blancs, qui ont 57 ans. C'est assez rare. Dans les SS2I, c'est que des gens de 30 ans, voilà, bon, quadra, si c'est senior manager ou manager. Et je trouve ça génial de pouvoir, de voir chez Google des gens qui sont au même poste, mais qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus âgés. Et je trouve ça plutôt chouette. La diversité d'âge, qui est, je le rappelle, c'est pas moi qui le dis, ce sont des sachants qui le disent, qui est la première cause de discrimination en France, c'est l'âge. C'est pas le genre ou l'ethnie, c'est l'âge. Donc on l'oublie souvent. Et je trouve que c'est un vrai pas d'aller chercher des gens de 57 ans à un poste de TAM. Pour moi, c'est une vraie marque d'ouverture d'esprit. Voilà, je terminerai là-dessus sur le sujet. Merci. Très bien. Et d'ailleurs, on le verra pendant tout ce cycle de conférence EMA qui ne fait que commencer et qui nous suivra jusqu'en juin avec également des profils qui opèrent le même métier. Qui effectivement, voilà, on aura de nombreux profils de différents âges et autres. François-Xavier, sur cette dernière question de l'importance de la diversité dans ces métiers-là. En fait, moi, je pense qu'elle est capitale, la diversité dans l'entreprise, que ce soit la tech ou ailleurs. Hein, mais en fait, je pense que l'entreprise doit être le reflet du monde dans lequel elle évolue. Chez Google, on a une volonté que nos produits soient accessibles au plus grand nombre. Et on a notamment des collègues qui sont en situation de handicap, en situation de diminution physique, etc. Et en fait, à partir du moment où nos produits sont destinés à tout type de personnes, quelle qu'elle soit leur orientation, leur genre, leur religion, leur sexualité, leur localisation dans le monde, etc., on se doit d'avoir des employés qui reflètent la complexité de nos utilisateurs potentiels. Et en fait, si on passe à côté quelque chose d'aussi capital que, par exemple, des problèmes de vue, des problèmes auditifs ou voilà, des problèmes d'accessibilité, on passe à côté potentiellement de faire profiter de nos innovations et des innovations qui sont des fois capitales. Hein, notamment, je pense que plus personne ici est capable de vivre sans Google Maps. Ou autres produits. Si on passe à côté de ces choses-là, on risque de manquer déjà une diversité de points de vue et aussi de faire de la discrimination en bout de chaîne pour nos utilisateurs. Donc, moi, je suis 100% d'accord de favoriser la diversité autant que possible. Et on a la grande chance, effectivement, chez Google, d'être plutôt, j'ai l'impression d'être plutôt en pointe par rapport à ces questions-là. Et en fait, les entretiens d'embauche sont suffisamment discriminants pour que les parcours en fait soient un peu sans conséquence, puisque à partir du moment où les gens passent l'entretien d'embauche, ils sont jugés être suffisants pour être pertinents chez Google. Donc ça aussi, ça rassure que peu importe l'entrée, peu importe le parcours en entrée, le Googler pourra avoir une carrière avec plein de succès à la sortie, puisqu'il aura été choisi et il aura été validé par nos processus. Merci beaucoup, Salima et François-Xavier. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que vous n'avez pas été très bavard sur cette première conférence, mais n'hésitez pas, voilà, pendant que je suis en train de parler, si jamais vous avez des questions qui vous viennent. Merci infiniment. Pour rappel, l'association EMA qui organise cette conférence avec Google Cloud est une association effectivement qui prône la diversité dans la tech. Et on va avoir ce cycle de conférences jusqu'au mois de juin pour l'instant, et puis peut-être plus, mais en tout cas, voilà, on démarre aujourd'hui pour vous présenter des profils et pour montrer que tout le monde a sa place dans ce milieu et que François-Xavier vient de le dire, ça peut aussi favoriser la technologie et les nouvelles technologies de demain, d'avoir des profils différents, divers, qui y travaillent. Écoutez, je pense qu'on va gentiment clôturer. Peut-être un dernier mot. Salima et François-Xavier, est-ce que vous êtes heureux chez Google et comment est-ce que vous voyez le futur de vos métiers en 3 mots? Peut-être Salima. Oui, pour répondre à la première question, oui, je suis heureuse chez Google. Je suis heureuse de travailler dans l'infrastructure cloud parce que voilà, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Et si on me pose à chaque fois la question où tu te vois plus tard, en fait, j'en sais rien. À partir du moment où c'est à la fois technique et à la fois on fait signe client,
l'intitulé du poste, ça peut être plein de choses chez différents acteurs. Tant que j'ai ces deux composantes-là, je pense que l'avenir est tout tracé. Tant que j'ai ces deux conditions-là qui me permettent de me remettre en cause avec la technique qui change et d'être au contact d'un client et d'avoir des comptes à rendre. Ça, c'est très bien. D'avoir des comptes à rendre et d'avoir un cadencement de mes activités quotidiennes pour servir un client final. Ça rend les choses plus concrètes. Donc voilà, pour résumer. Et puis moi de mon côté, ouais, effectivement, je suis très heureux d'être arrivé là, d'avoir aussi réussi à trouver un équilibre, comme je le disais un peu plus tôt, un équilibre cohérent entre ma vie privée et ma vie professionnelle et d'avoir la possibilité d'assurer les deux dans de bonnes conditions. Le futur de mon métier j'espère qu'il va aller vers plus d'innovation, vers plus de techniques, vers plus de cas d'usage passionnants chez mes clients. Et que voilà, et que je vais pouvoir avoir l'opportunité de transformer mon métier encore de nombreuses fois dans le futur et de ne pas m'encrouter dans des connaissances dépassées depuis des années et de pouvoir voilà, toujours avoir la possibilité d'être à la page sur plein de choses. Et donc là, pour l'instant, le contrat est rempli, mais voilà, je vais être en attente de la suite avec impatience pour le futur. Écoutez, merci à tous les deux. Merci à Tech d'avoir accueilli cette conférence. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles conférences et de nouveaux profils inspirants. À très, très vite.